Je m'appelle Élise, j'ai 38 ans, et il y a quelques mois, j'ai vécu une humiliation silencieuse que je n'oublierai jamais. Une blessure sans cri, sans scène, juste un vide glacial. Léa, c'est ma nièce. Enfin, techniquement. Parce que dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Sa mère, ma sœur, a toujours été du genre à voyager, à courir après ses ambitions. Alors dès que Léa est née, c'est moi qu'on appelait. Pour les couches, les nuits blanches, les réunions parents-prof. Moi, l'éternelle Tata, celle qui était là à chaque instant important, jusqu'à celui-là. Je me souviens encore de ce matin-là. J'étais en train de boire mon café quand j'ai vu passer un message dans le groupe familial. Félicitations à Léa pour son diplôme, on est si fiers d'elle. J'ai souri instinctivement. Elle avait réussi. J'étais sincèrement heureuse. J'ai tout de suite pensé à la cérémonie. C'était évident que j'y serais. Je me suis même dit que je pourrais lui offrir une petite surprise ce jour-là. Après tout, je l'avais vue grandir. J'avais corrigé ses dissertations, encouragé ses rêves, apaisé ses angoisses d'ado. J'étais prête à la voir briller. Alors, j'ai attendu l'invitation. Le lundi passe. Rien. Le mardi. Toujours. Rien. Aucun SMS, aucun mail, pas même un appel rapide. J'ai cru à un oubli. On est parfois débordé, non? J'ai failli lui écrire moi-même. Puis je me suis retenue. J'ai eu cette pensée qui pique. Et si ce n'était pas un oubli? Et si on ne voulait juste pas de moi? J'ai décidé d'attendre encore un peu. J'ai actualisé mes messages, ma boîte mail. J'ai même vérifié si je ne m'étais pas fait bloquer accidentellement. Tout était normal, sauf l'absence totale d'invitation. Plus les jours passaient, plus je sentais une boule se former dans ma poitrine. Un mélange de tristesse, de colère et de honte aussi. Comme si j'avais espéré quelque chose que je ne méritais pas. L'âme. Veille de la cérémonie, j'ai pris une grande inspiration et je me suis dit « Si personne ne veut de moi là-bas, alors je n'irai pas. » Pas par vengeance, mais parce que je refusais d'implorer une place que j'aurais déjà dû avoir naturellement. J'ai fermé mon agenda. J'ai annulé tous mes rendez-vous pour les semaines à venir. Pas un mot à personne. J'ai juste disparu. Parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'une chose, du silence. Et peut-être, quelque part, de me retrouver moi. Je n'avais pas encore conscience que ce départ allait tout changer. Je suis partie sans rien dire à personne. Ni à ma sœur, ni à Léa, ni même à mes collègues. J'ai juste bouclé ma valise, attrapé les clés de la vieille maison de campagne de mes grands-parents, et j'ai roulé pendant 4 heures, sans musique, sans radio. Juste le bruit de mes pensées. La maison, nichée entre 2 collines, était abandonnée depuis des mois. J'y allais parfois l'été, pour fuir le stress de la ville. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une escapade, c'était une fuite. Et surtout, c'était une pause. Une pause dans une vie où j'avais toujours tout donné, pour me retrouver écartée sans explication. Les premiers jours, je n'ai vu personne, pas même les voisins. Juste les champs, le silence, et ce vieux fauteuil en bois sur la terrasse. J'y passais mes journées entières, à ne rien faire, à juste penser, à ressasser. Pourquoi ne m'avait-on pas invitée? Est-ce que j'avais fait quelque chose de mal? Est-ce que j'étais devenue encombrante, trop présente? Ou bien, est-ce qu'on m'avait simplement oubliée? Non, pas après tout, ce que j'avais fait. Pas après toutes ces années à être là quand personne d'autre ne l'était. Cette pensée m'a hantée. Mais à ma propre surprise, je n'étais pas en colère. Pas vraiment. En réalité, je me sentais vide, et c'est peut-être ça, le pire. Ce vide qui te ronge de l'intérieur sans faire de bruit, comme un trou noir émotionnel. Le 6e jour, mon téléphone a vibré pour la première fois depuis mon départ. J'ai jeté un coup d'œil machinal. 14 appels manqués. 3 de ma sœur, 8 de Léa, et les 3 derniers, d'un numéro que je ne connaissais pas. Pendant une seconde, j'ai cru qu'ils avaient enfin compris, qu'ils réalisaient l'ampleur de leur silence. J'ai ressenti ce frisson d'espoir, celui qui vient juste avant la chute,
J'ai posé le téléphone face contre la table et je suis sortie prendre l'air. J'avais besoin de réfléchir. Pourquoi maintenant? Pourquoi après 6 jours sans nouvelles? Pourquoi après la cérémonie et pas avant? Ce n'était pas une prise de conscience. C'était une réaction, une urgence. Et cette nuance-là, elle change tout. Je me suis assise sur le banc, en regardant le soleil disparaître derrière les collines, et j'ai eu cette pensée étrange. Parfois, ne pas répondre, c'est déjà une réponse. Un silence peut faire plus de bruit qu'un cri, et c'est là que j'ai su que quelque chose avait mal tourné. Le lendemain matin, je me suis levée avec une drôle de sensation. Vous savez, ce genre de pressentiment que vous ne pouvez pas expliquer, mais qui vous noue le ventre. Mon téléphone était encore posé là, écran noir, comme un rappel silencieux de ce que j'ignorais volontairement. J'ai hésité. J'ai failli l'éteindre pour de bon, mais ma curiosité a été plus forte que mon orgueil. Alors j'ai déverrouillé l'écran et j'ai écouté le premier message vocal. C'était Léa. Sa voix tremblait. Pas de ces tremblements d'émotion ou de gêne. Non, c'était autre chose. Une panique contenue. Tata, je suis désolée. Je sais que tu dois m'en vouloir. Mais s'il te plaît, rappelle-moi. C'est grave. Très grave. Je suis restée figée. Grave. Qu'est-ce qui pouvait être plus grave que d'avoir été exclue d'un moment que j'aurais dû partager avec elle? Et surtout, pourquoi maintenant? Pourquoi, après des semaines de silence, elle m'appelait presque en larmes? J'ai écouté le deuxième message. Ma sœur, cette fois. Plus directe, plus froide. Élise, je ne sais pas où tu es, mais on a besoin de toi. Léa a fait une énorme erreur, et je crois que tu es la seule qu'elle écoutera. Une erreur? Quelle erreur? Encore ce flou, cette façon de parler comme si j'étais censée comprendre, sans jamais rien dire clairement. J'ai mis le haut-parleur, posé le téléphone sur la table et lancé le troisième message. Celui du numéro inconnu. C'était un homme. Une voix calme, posée. Il s'est présenté comme le proviseur du lycée. Il cherchait à me joindre, en tant que personne de confiance référente de Léa. Je ne comprenais plus rien. Personne de confiance? Depuis quand est-ce que l'école me considère comme ça? Et surtout, pourquoi m'appeler moi et pas ses propres parents? Je suis restée là, à fixer le plafond. Je n'avais rien demandé. Je m'étais contentée de disparaître sans faire de vagues. Mais leur chaos avait fini par me retrouver. Et maintenant, ils me rappelaient comme si j'étais un phare dans leur tempête. Mais ce qui m'a le plus perturbée, c'est que malgré la douleur, malgré l'humiliation, malgré l'abandon, une partie de moi voulait répondre. Une partie de moi avait besoin de comprendre ce qui s'était passé. Parce que même si je leur en voulais, je ne pouvais pas supporter l'idée que Léa ait besoin de moi et que je reste silencieuse. Mais je n'étais pas encore prête, pas tout à fait. Alors j'ai éteint le téléphone, pas pour fuir, pour réfléchir, parce que je savais une chose, une fois que j'aurais remis les pieds dans leur monde, il n'y aurait plus de retour possible. Et quelque part, au fond de moi, je pressentais que ce qui m'attendait allait bien au-delà d'une simple dispute familiale. J'ai passé la journée à tourner en rond dans la maison. Mon téléphone était éteint. Mais mes pensées, elles, tournaient à plein régime. Et plus les heures passaient, plus une question me revenait en boucle. Qu'est-ce que Léa a bien pu faire pour que tout le monde panique comme ça? Je repensais à elle, petite, à ses cheveux en bataille, ses joues toujours couvertes de confiture, et cette façon qu'elle avait de me prendre la main comme si j'étais son univers. Je l'avais accompagnée à ses premiers pas, à ses premières colères, à ses premières déceptions. J'avais même raté 2 opportunités professionnelles parce que sa mère m'avait appelée à la dernière minute pour la garder. Et maintenant, j'étais devenue l'urgence, celle qu'on appelle quand tout a dérapé. En fin d'après-midi, j'ai craqué. J'ai rallumé le téléphone et j'ai répondu à un message. Juste un, celui du proviseur. J'avais besoin de clarté, pas d'excuses, pas de larmes,
juste des faits. Il m'a rappelé presque immédiatement. Sa voix était calme, mais tendue. Il m'a expliqué que Léa avait été prise en flagrant délit de tricherie pendant son examen final. Pas une petite. Anti-sèche griffonné sur sa main, non. Un dispositif électronique. Sophistiqué. Elle avait tout planifié. J'étais sous le choc. Léa, cette gamine studieuse, perfectionniste, tricher? Ce n'était pas son genre. Ça n'avait aucun sens. Mais ce n'est pas tout. Le pire, c'est qu'elle avait impliqué une autre élève, sa meilleure amie, dans le coup. Résultat, scandale, conseil de discipline, menace d'annulation du diplôme. Voilà pourquoi tout le monde paniquait. Mais ce qu'il a dit ensuite m'a glacée. Elle a mentionné votre nom, madame. Elle a dit que vous étiez la seule en qui elle pouvait encore avoir confiance. Je suis restée bouche bée. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas qu'une histoire de tricherie. C'était un appel à l'aide, mais pas un de ces appels évidents, pleins de sanglots et de confessions. Non. C'était un de ces appels silencieux, maladroits, désespérés. Ceux qu'on ne remarque que quand il est presque trop tard. Alors j'ai fait mes valises. Pas par obligation. Pas pour leur faire plaisir. Mais parce que malgré tout, malgré la douleur, malgré l'humiliation, Léa restait ma fille de cœur. Celle que j'avais élevée pendant qu'eux faisaient le tour du monde. Celle qui m'avait volé des heures de sommeil, mais aussi offert mes plus beaux souvenirs. En refermant la porte de la maison, j'ai senti ce frisson que seuls les grands tournants de la vie provoquent. J'étais sur le point de revenir dans un monde qui m'avait exclue. Mais cette fois, j'étais différente, plus forte, plus lucide. Et surtout, prête à entendre la vérité. Quand je suis arrivée en ville, il pleuvait. Pas une pluie douce ou mélancolique. Une vraie pluie froide et brutale, du genre qui semble vouloir te tester dès que tu mets un pied dehors. J'avais prévenu personne. Pas un message. Pas un appel. J'ai simplement pris un taxi et je suis allée directement chez ma sœur. Et là, devant la porte, j'ai marqué un temps d'arrêt. Il faut comprendre que cette maison, je l'ai connue dans toutes ses humeurs. J'y ai bercé Léa quand elle avait la varicelle. J'y ai fait ses devoirs pendant que ses parents postaient des photos de cocktails sur Instagram, à l'autre bout du monde. Alors oui, revenir ici, c'était plus qu'un simple retour. C'était une confrontation silencieuse. J'ai frappé. 1 fois, 2 fois. Et c'est Léa qui a ouvert. Son visage m'a bouleversée. Elle avait les traits tirés, les yeux gonflés, comme si elle ne dormait plus depuis des jours. Elle n'a rien dit. Elle m'a simplement regardée avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce mélange de honte, de soulagement et de peur. Elle s'est jetée dans mes bras sans un mot. Et moi, je l'ai serrée comme si elle m'avait manqué toute une vie. Mais l'instant n'a duré que quelques secondes. Ma sœur est arrivée derrière, comme une apparition, l'air crispé, les bras croisés. Tu aurais pu prévenir que tu venais, Élise. J'ai levé les yeux vers elle. Pas un mot de bienvenue, pas un mot d'excuse. Juste ce ton sec, presque gêné. Comme si j'étais l'élément perturbateur, alors que c'est moi qu'ils avaient tous supplié de revenir. On s'est installé dans le salon. Atmosphère glaciale. Mon beau-frère était resté planté là, silencieux, le regard fuyant. Léa s'est assise à côté de moi, les mains crispées sur ses genoux. Et puis enfin, elle a parlé. C'est vrai, j'ai triché. J'ai paniqué. Je voulais tellement que vous soyez fiers de moi. Sa voix tremblait. Elle a expliqué comment elle s'était sentie abandonnée, comment, depuis des mois, elle avait l'impression que tout reposait sur ses épaules, comment elle avait eu l'impression que rien de ce qu'elle faisait n'était suffisant pour ses parents, et comment, au final, elle avait voulu forcer la réussite, coûte que coûte. Mais ce n'était pas ça le plus dur à entendre. Ce qui m'a brisée, c'est quand elle a dit « Et toi tu ne répondais plus. J'ai cru que tu m'avais laissé, toi aussi. » Mon cœur s'est fissuré. J'ai compris, à cet instant, que son erreur n'était pas qu'une question d'école ou de tricherie. C'était une conséquence, d'un vide, d'un abandon. Et j'en faisais partie, même sans l'avoir voulu.
Alors je lui ai promis une chose. Pas de grands discours, pas de reproches. Juste une promesse simple. Je suis là, maintenant, et je ne pars plus. Mais dans ce salon silencieux, je sentais bien que les choses n'allaient pas s'arrêter là. Parce que ce n'était que le début. Et ce que j'allais découvrir par la suite allait tout changer. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par des voix, des éclats étouffés, une dispute contenue, juste derrière la porte de la chambre d'amis. J'ai reconnu celle de ma sœur et celle de son mari. Ils se croyaient discrets, mais chaque mot me parvenait clairement. C'est facile pour elle de débarquer comme si de rien n'était. Elle joue les sauveuses, mais où était-elle quand tout a commencé à déraper? Je suis restée immobile, les yeux ouverts dans le noir. Je savais que ce moment viendrait. Ce n'était pas juste une question de réconciliation avec Léa. C'était aussi une guerre froide familiale qui couvait depuis trop longtemps. Et j'ai compris une chose. Ils n'étaient pas venus me chercher parce qu'ils avaient besoin de moi. Ils m'avaient appelé parce qu'ils avaient perdu le contrôle. Et maintenant, ils avaient eu peur que je le reprenne. Plus tard dans la journée, j'ai décidé de crever l'abcès. Je me suis assise avec eux autour de la table, Léa étant partie réviser dans sa chambre. J'ai respiré un grand coup et j'ai posé une question simple. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ces derniers mois? Au début, ils ont éludé. Quelques banalités, des silences gênés, et puis, comme souvent, la vérité a glissé entre deux soupirs. Ils avaient laissé Léa seule bien plus souvent qu'ils ne l'admettaient, parfois même plusieurs jours d'affilée. Ma sœur avait décroché un nouveau contrat de consulting international. Son mari, lui, avait repris des déplacements fréquents. Elle est grande, elle sait se débrouiller, disait-il. Mais elle n'avait que 17 ans, et la vérité c'est qu'elle avait commencé à s'effondrer. En silence, sans faire de vagues. Exactement comme je l'avais fait, moi, des années plus tôt, en endossant le rôle de nounou, improvisé. La boucle était bouclée, sauf qu'à l'inverse de moi, Léa n'avait personne pour la porter cette fois. Elle avait voulu tenir bon, puis elle avait triché. Ce n'était pas pour obtenir de meilleures notes, c'était pour éviter l'échec, pour prouver qu'elle valait encore quelque chose à leurs yeux. Et c'est là que tout m'a frappée. D'un coup, cette famille était construite sur des apparences. Des stories Instagram bien filtrées, des vacances parfaites, des repas en famille où tout le monde posait, mais personne ne se parlait vraiment. Et au milieu de ça, Léa essayait juste d'exister. Le soir venu, j'ai toqué à sa porte. Elle était affalée sur son lit, ses manuels ouverts, mais visiblement incapable de se concentrer. Je me suis assise à côté d'elle et je lui... Et dit une chose qu'aucun adulte ne lui avait jamais dite, visiblement. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour qu'on t'aime. Tu as juste besoin d'être toi. Et ça, c'est déjà suffisant. Elle s'est effondrée dans mes bras. Des larmes, des sanglots, mais surtout, du soulagement. Ce soir-là, j'ai décidé de rester. Pas seulement quelques jours, mais le temps qu'il faudra. Parce que pour la première fois, je réalisais que je n'étais peut-être pas venue sauver Léa. Peut-être que c'était elle, en fait, qui était en train de me sauver. Les jours suivants ont été une tempête d'émotions et de révélations. J'avais prévu de juste être là, de soutenir Léa. Mais très vite, j'ai réalisé que les fissures dans cette famille étaient bien plus profondes que je ne l'imaginais. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, ma sœur est venue me chercher dans la cuisine, le visage fermé. « Il faut qu'on parle, Élise. Ce n'est pas juste à propos de Léa. » Elle m'a emmenée dans le salon, et là, devant moi, elle a laissé tomber son masque. Elle m'a parlé de la pression, de ce que c'était que de réussir dans leur monde, où tout devait paraître parfait, même quand c'était un chaos total à l'intérieur. Elle m'a avoué qu'elle avait tout fait pour cacher ses failles, même à elle-même, que son mariage battait de l'aile, que son mari s'éloignait, et que leurs enfants étaient devenus des trophées dans un décor sans vie. Je me suis sentie prise au piège dans un film dont je ne connaissais que le scénario superficiel. Puis, une nuit, tout a basculé, un appel, le téléphone qui sonne, ma sœur, en panique. C'est Léa, elle a disparu, elle est partie sans prévenir. J'ai eu l'estomac noué,
Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. J'ai sauté dans ma veste et j'ai couru dehors, sous la pluie battante, à la recherche de cette fille que j'avais promis de protéger. Les heures qui ont suivi étaient un mélange insoutenable de peur, d'angoisse et d'impuissance. J'appelais ses amis, je fouillais les parcs, les rues, les lieux où elle aimait traîner, mais rien. À ce moment précis, j'ai compris que cette disparition n'était pas qu'un accident. C'était un cri d'alarme, un signal que tout le monde avait ignoré trop longtemps. Ce soir-là, en rentrant bredouille, j'ai compris que je ne pouvais plus me contenter d'observer. Il fallait que je prenne les choses en main, que je sois cette voix qu'elle avait perdue, que je me batte pour elle, coûte que coûte. Et tandis que je me tenais devant la porte de sa chambre vide, une promesse silencieuse s'est gravée en moi. Je ne la laisserai jamais tomber. Pas cette fois. Pas encore. La disparition de Léa a déclenché une tempête. Le lendemain, la maison était en ébullition. Les parents de Léa, pourtant si distants jusqu'ici, ont été contactés en urgence. Leur réaction ? Un mélange de panique froide et de déni. Ils avaient un l'air plus préoccupés par l'image que cela allait renvoyer à leurs amis qu'à leur propre fille. De mon côté, je sentais le poids de la responsabilité s'alourdir sur mes épaules. Je n'étais plus juste une invitée, en congé à la campagne. J'étais devenue la personne de confiance, celle à qui tout le monde se tournait, même si cela me mettait dans une position inconfortable. J'ai commencé à rassembler des indices. Léa avait laissé son téléphone à la maison. Ses affaires étaient là, mais quelque chose clochait. Un carnet caché sous son matelas, des notes griffonnées à la hâte, des fragments de pensées sombres qui laissaient deviner qu'elle vivait un véritable combat intérieur. En parcourant ce carnet, j'ai découvert un univers que je n'avais jamais soupçonné. Ses doutes, ses peurs, ses envies d'évasion. Léa ne voulait plus être enfermée dans ce rôle que tout le monde lui imposait. Elle voulait respirer, être libre. À chaque page tournée, je comprenais un peu plus l'ampleur du gouffre dans lequel elle était tombée. Mais ce n'était pas qu'une fuite, c'était un appel au secours. Une demande muette à quelqu'un pour lui tendre la main. J'ai partagé ces découvertes avec la police, mais j'ai aussi pris l'initiative d'alerter ses amis les plus proches, ceux qui pouvaient peut-être voir au-delà des apparences et la comprendre vraiment. La journée est devenue une course contre la montre. Chaque minute comptait. Et moi, je restais là, entre espoir et désespoir, consciente que cette quête allait bouleverser bien plus que nos vies. Mais une question me hantait. Qui était réellement Léa ? Et jusqu'où était-elle prête à aller pour se libérer ? La nuit tombait quand j'ai reçu le premier appel. C'était un numéro inconnu, et ma gorge s'est serrée avant même que je ne décroche. « Je sais où est Léa », a dit une voix rauque à l'autre bout du fil. Puis, silence. J'ai senti mon cœur s'emballer. Un mélange de peur et d'espoir m'a envahi. Qui pouvait bien savoir où elle était ? Était-ce un piège ? Une fausse piste ? Sans perdre une seconde, j'ai appelé la police pour leur transmettre ce nouveau fil. Mais ce que j'ignorais encore, c'est que cette voix allait me plonger dans un jeu dangereux. Un jeu de cache-cache où les règles changeaient à chaque instant. Les heures suivantes ont été un tourbillon d'émotions. La police lançait des recherches dans des zones isolées, pendant que moi, je restais collée à mon téléphone, espérant un nouveau signe. Puis, un message est arrivé. Si vous voulez revoir Léa, arrêtez de chercher. Une menace, claire. Qui voulait lui du mal ? Était-ce quelqu'un dans sa vie qu'on avait tous ignoré ? Ou un inconnu qu'elle avait rencontré dans un moment de faiblesse ? En parallèle, j'ai reçu d'autres appels de ses amis. Certains inquiets, d'autres accusateurs. Plusieurs semblaient en savoir des choses que je ne savais pas encore, des secrets sur Léa, sur sa vie cachée. Une double vie peut-être, entre la fille modèle à la maison et une autre, plus vulnérable, plus fragile. J'ai commencé à douter de tout le monde, même de ma propre famille, et plus je plongeais dans ce mystère, plus la question revenait en boucle. Pourquoi avaient-ils tous refusé de m'inclure dans la cérémonie de remise de diplôme ? Pourquoi m'ignorer alors que j'avais été là pour elle ? Était-ce un rejet ? Une humiliation ? Ou pire, une peur qu'elle soit dévoilée ?
Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'étais prête à tout pour retrouver Léa. Mais aussi, prête à affronter la vérité, même si elle était plus douloureuse que je ne l'imaginais. Le lendemain, un nouveau message est arrivé, cette fois-ci sur mon répondeur. Une voix froide, mécanique, presque sans émotion. Vous avez été mise à l'écart pour une raison. Si vous voulez revoir Léa vivante, laissez tomber. C'était clair. Il s'avère que je cherchais, et ils voulèrent me faire taire. Mais à ce stade, reculer n'était plus une option. J'étais bien plus qu'une simple invitée oubliée. J'étais devenue le seul lien avec Léa, et je devais comprendre ce qui se passait. J'ai commencé à interroger de nouveau ceux qui la connaissaient, essayant de démêler les fils embrouillés de cette histoire. Certains m'ont parlé d'une relation toxique avec un ami qui s'était infiltré dans sa vie, un gars qui ne semblait pas vouloir son bien. D'autres ont évoqué une pression insoutenable à la maison, où Léa n'était jamais vraiment elle-même, toujours sous le regard sévère de ses parents. Ce que j'ai appris m'a glacé le sang. Léa n'était pas seulement en fuite, elle était piégée, et je pouvais sentir que le danger rôdait plus près que jamais. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la complicité silencieuse autour de son absence. Tout le monde semblait savoir quelque chose, mais personne ne voulait en parler ouvertement. Dans cette atmosphère pesante, j'ai décidé de passer à l'action. J'ai contacté un détective privé, espérant qu'avec son aide, je pourrais percer ce voile de mensonges et trouver des réponses. Il a accepté de m'aider, intrigué par la complexité de l'affaire et l'urgence de la situation. Entre-temps, les appels anonymes et les menaces ont continué à arriver, me rappelant sans cesse que cette histoire allait bien au-delà d'une simple fugue. Et pourtant, je refusais de lâcher prise. Parce qu'au fond de moi, je savais que la vérité allait tout changer. Le détective a commencé par examiner les moindres détails de la vie de Léa, et rapidement, ce qu'il a découvert a tout changé. Il a mis au jour une série de messages cryptés, cachés dans son téléphone, que ni moi, ni personne n'avait vus avant. Des messages qui semblaient pointer vers une personne en particulier, quelqu'un qui la suivait, l'espionnait peut-être. Cette révélation a bouleversé le peu de certitude que j'avais. Je ne savais plus à qui faire confiance. Était-ce l'un des amis proches, ou pire, quelqu'un de la famille? Le puzzle devenait de plus en plus complexe, chaque pièce ajoutant un nouveau doute. Pendant ce temps, les menaces ont pris une tournure plus concrète. Une voiture inconnue rôdait autour de chez moi, et des coups de fil silencieux s'intensifiaient. Mais j'étais résolue à ne pas céder à la peur. Si quelqu'un voulait m'effrayer, il se trompait lourdement. Ce que je voulais, c'était sauver Léa, comprendre pourquoi elle s'était éloignée, pourquoi j'avais été exclue de sa vie à un moment aussi crucial. Et surtout, je voulais lui montrer qu'elle n'était pas seule. Un soir, en relisant une dernière fois le carnet de Léa, une phrase m'a frappée. Le silence est une réponse, parfois la plus puissante. Ça résonnait tellement fort en moi. Mon silence initial, face à cette exclusion, n'était pas un signe de faiblesse, mais une manière de garder ma dignité. J'ai compris que parfois, ne rien dire, c'est se protéger, se préparer à agir quand le moment sera venu. Ce moment, il approchait. Je sentais que la vérité allait éclater, que les masques allaient tomber, et moi, j'étais prête. Les jours suivants ont été un mélange intense d'attente et d'action. Le détective et moi avons finalement réussi à localiser Léa, cachée dans une petite maison à la campagne, loin de tout. Elle était vivante, mais brisée, effrayée par ce qu'elle avait fui. Quand je l'ai vue, la douleur et la colère que je ressentais se sont mélangées. Comment avait-elle pu me laisser de côté alors que j'avais toujours été là? Mais surtout, comment avait-elle pu supporter tout ça seule? Elle m'a raconté ce qui s'était vraiment passé. La pression insupportable de ses parents, les menaces voilées, et la peur constante de se perdre dans ce monde qui ne voulait pas d'elle. Elle m'a dit que je n'étais pas invitée à la cérémonie parce qu'il voulait effacer toute trace de son passé, de ce lien qu'il jugeait trop fort, trop compromettant. Mais ce qui m'a le plus frappée, c'est sa force. Malgré tout, Léa voulait avancer, se reconstruire. Et pour ça, elle avait besoin de soutien, pas d'oubli.
Je lui ai promis que plus jamais elle ne serait seule, que je serais là, même si ça devait signifier affronter toute la famille. En rentrant chez moi, je savais que la route serait longue, que les cicatrices ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais j'avais appris quelque chose d'essentiel. Le silence n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est la plus puissante des réponses. Celle qui nous donne le temps de nous relever, de nous battre et de guérir. Et aujourd'hui, je ne me tairai plus.